Vous êtes toujours là? Oui, Bon, apparemment, il nous donne un peu plus de temps, je ne sais pas. Donc, on va essayer de continuer. Bon, il faudrait que je fasse l'opération. D'accord. Là, vous avez le cours, vous avez un visuel. oui, Pas avant 16h30. Il y a un autre cours à 16h30, Yasmine. oui, docteur. Avec qui? Avec professeur Chitibi. D'accord. Donc, il est 15h03, je pense qu'on a beaucoup plus de temps. D'accord. Donc, l'autre maladie, c'est la maladie d'Alport. Donc, mutation des gènes col 4A3 et col 4A4. C'est pas très important de retenir, mais c'est des gènes qui sont situés sur le chromosome 2. Le fait extraordinaire avec cette maladie, c'est que elle peut se transmettre par différentes voies. Elle peut être autosomique récessif, liée à l'X, ou même on a décrit quelques cas de forme à transmission autosomique dominante. Le diagnostic, donc c'est des familles en général, hein, donc le diagnostic de la maladie repose sur l'histoire familiale. C'est des malades relativement jeunes avec des sourdités, des problèmes rénaux, glomérulaires, protéinurie, hématurie. Voilà. La biopsie rénale montre des anomalies de la membrane basale glomérulaire. En fait, la pathogénie de la maladie est assez facile. C'est qu'il y avait une protéine qui était chargée de fabriquer une couche de la membrane basale glomérulaire et qui est défaillante. Et donc, on n'aura pas cette couche qui fait partie de la membrane basale glomérulaire. D'accord. C'est ce qui se passe pour cette maladie. Les patients, généralement, n'ont pas uniquement une atteinte rénale. Ils peuvent avoir une atteinte cochléaire, donc par conséquent une surdité. Ils peuvent avoir aussi une atteinte rétinienne, ce qu'on appelle un lenticole. Bon, il y a la maladie de Fabry, là aussi, c'est une maladie très, très rare. Enfin, très, très rare. C'est une maladie génétique relativement rare par rapport aux autres maladies. Donc, ça, c'est les différentes atteintes de là, c'est les angiokératomes. Ça, c'est le sujet commence à avoir des acroparesthésies, c'est-à-dire que il n'arrive pas, il y a des douleurs au niveau des mains. C'est pas des gens qui sont hyper faciles avec leurs mains à l'interrogatoire, vous demandez à l'enfant, alors quand tu étais petit, tu jouais beaucoup avec le ballon, tu jouais au basket, il vous disait que depuis qu'il était petit, dès qu'il touchait quelque chose avec les mains, il avait une petite douleur, une petite limite. Donc là aussi, donc le diagnostic, c'est avant tout sur un faisceau d'arguments cliniques. Voilà les différentes atteintes donc de la maladie de Fabry, c'est des AVC chez un sujet jeune, c'est une atteinte cardiaque et c'est une atteinte rénale et intestinale. Bon. Et ça, c'est l'atteinte rétinienne, donc le lenticone antérieur. D'accord. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler les yeux bleus, des marcheurs blancs. Voilà. Bon, on peut avoir aussi des pathologies donc lithiasiques qui sont héréditaires et qui finissent par entraîner une insuffisance rénale type cystinurie. Donc voilà une image sur des lithiases cystiniques. Là, et l'une des principales causes de lithiase, c'est-à-dire de calcul rénal héréditaire, elle se transmet selon un mode autosomique récessif. Et le gène muté, c'est le SLC3A1. Donc là aussi, je ne vais pas aller sur le détail parce que je pense que c'est beaucoup plus d'ordre de la spécialité. Ah, je vais très vite. Donc d'accord. Ben, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc sur la cystinose, bon, je vais essayer de revenir. Donc c'est l'une des principales causes de lithiase. Et beaucoup de monde ne connaît pas ça. Elle a une cause héréditaire. La cystinurie est une maladie héréditaire dont le mode de transmission est autosomique récessif.
Les deux gènes impliqués, donc c'est le SLC3A1 qui est situé sur le chromosome 2 et le SLC 7A9 sur le chromosome 19, donc qui code pour différentes protéines. Donc, donc la cystine est très peu soluble dans l'urine. Son élimination, parce qu'elle doit être éliminée par le rein, excessif, va aboutir à la formation de calculs qui sont la seule conséquence de la pathologie. Donc, il n'y a pas eu atteinte ailleurs, donc il y a uniquement la formation de calculs liés à une élimination excessive de cystine. Est-ce que ça va pour le PC, le nouveau? Et lorsque les deux mutations affectent les gènes, donc voilà, donc on distingue c'est des types A, type B, bon, voilà. Le diagnostic du type de la mutation par l'étude ADN, la sévérité de la maladie, donc l'âge de survenue, des calculs, la sévérité de la maladie lestiadique peut être très variable d'un patient à un autre et même dans une même famille, c'est-à-dire qu'on a une fille qui est arrivée aux dialyses à 18 ans et son frère qui est porteur de la maladie arrivera en dialyse à 40 ans. C'est ce qu'on appelle la pénétrance de la maladie. Elle peut être variable même en intrafamilial. Les calculs, le diagnostic toujours, les calculs de cystine sont révélés avant 20 ans, dans plus de 80% des cas, et doivent être recherchés devant tout calcul d'un sujet jeune, surtout si les calculs sont multiples, bilatéraux, récidivants. Donc, je ne sais pas, normalement, le module, le traitement de la maladie de Fabry, c'est excellent comme question, ça. Est-ce que la protéinurie et l'hématurie, bon, est-ce que la protéinurie et l'hématurie est toujours constante dans la maladie d'Alport? Oui. L'hématurie, en tout cas, elle est présente aux premières heures de la maladie. Et comme elle touche la membrane basale glomérulaire, vous avez fait le cours des néphropathies glomérulaires, comme elle touche la membrane basale glomérulaire, donc on aura une fuite protéique. Oui, la protéinurie est présente au cours de la maladie d'Alport. Pour le traitement de la maladie de Fabry, c'est un traitement extraordinaire qui a été développé depuis 10 ans, c'est l'enzymothérapie. Vous avez vu que la mutation génétique entraînait donc l'accumulation d'un certain métabolite lié au défaut d'une enzyme au cours de la maladie de Fabry. Et actuellement, il y a un traitement, on appelle le traitement, c'est-à-dire on donne de l'enzyme par voie IV chaque 15 jours. Ça permet de stabiliser complètement la maladie et de guérir complètement les symptômes. Les anticorps pour le traitement. Bon, traite docteur, le traitement de Fabry et quel type de surdité on peut avoir. La maladie de Fabry, c'est-à-dire c'est une surdité de transmission. D'accord? Et ce qu'il a fait dans bien des cas ressembler à la maladie d'Alport. Donc, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de ponts entre les deux maladies. Des anticorps NN, c'est quoi? BT, c'est quoi des anticorps? Donc, c'est par rapport à quoi? Ben là que je n'ai pas suivi la conversation, mais en tout cas, on donne de l'enzymothérapie ou du remplacement enzymatique. Ça coûte très, très cher. Hein. Ça coûte énormément cher. Et CHU Annaba, je pense que c'est une maladie rare. Hein. Il y a la maladie de Fabry, il y a 5500 cas dans le monde, enfin, on va dire 6000 cas dans le monde, bon, répertoriés, bien sûr, vous l'aurez compris, parce que les pays qui n'ont pas les moyens pour faire le diagnostic, ça va être difficile. Mais en Algérie, sur un travail de thèse, il y avait fait à Alger, il y avait 22 cas. Il y avait un important foyer ici dans une wilaya de l'Est algérien. Je ne vais pas citer la wilaya, mais oui, c'est une maladie qui reste relativement rare. Et au CHU Annaba, je pense, moi personnellement, j'ai vu 2 patients. Voilà. Donc, c'est exceptionnel comme maladie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a ouvert une autre… bon, il y a l'oxalose. L'oxalose, c'est des kystes, mais qui se voient chez les sujets jeunes. Ça, c'est un enfant de 4-5 ans
qui a des kystes bilatéraux sur les reins. Est-ce que la polykystose peut donner une insuffisance hépatocellulaire? C'est une excellente question, Feriel. Non. Bizarrement, les kystes hépatiques ne touchent pas le parenchyme hépatique. Bizarrement, donc on n'aura pas du tout d'insuffisance hépatocellulaire et d'atteinte hépatique. Ce qui différencie la polykystose rénale autosomique dominante de la polykystose rénale autosomique récessive, où là, l'atteinte rénale, c'est des multiples kystes, c'est la même chose, mais on aura une fibrose hépatique associée dans les complications extra-rénales. Et pour la maladie de Fabry, est-ce qu'il y a une indication de dialyse? Bien sûr, on dialyse les patients. Hein. Quelqu'un qui a 34 ans, qui a une maladie de Fabry, on le dialyse. Et on lui donne de l'enzymothérapie pour éviter qu'il fasse un AVC ou qu'il fasse une insuffisance cardiaque. D'accord? Donc voilà, c'est une maladie à cheval entre la neuro, la cardio et la néphro. Bon, il y a un malade qui est suivi en neuro, je pense, qui a fait un AVC et qui reçoit de l'enzymothérapie. La physiopathologie de cette surdité associée, pas compris. Le traitement de la cystinurie, donc bon, il n'y a pas de traitement miracle, hein, c'est des maladies génétiques. Hein. Généralement, c'est des conseils d'ordre génétique chez les parents. Et puis, on conseille aux patients de vraiment s'hydrater beaucoup, hein, pour éviter que, ça c'est valable pour toute la population générale, si on s'hydrate bien, donc le rein va éliminer donc, une urine qui est diluée. Le risque de précipitation et la lithogénèse, qui est la fabrication de lithiase, est amoindri. Le rôle du médecin général, bon, normalement, dans les IRCT, on a des petits reins parce que des gros reins dans l'IRCT, dans la polykystose. Bon, l'IRC, on a des petits reins parce qu'on a des gros reins dans les... Bon, c'est une très bonne question, Feriel. Avant l'ère de l'EQCM, il y avait une question hyper tombable en néphrologie qui était quelles sont les causes de l'insuffisance rénale chronique terminale avec des reins augmentés de taille. D'accord, ça c'était la question. Et bon, les réponses, est-ce que je vous donne les réponses ou pas? D'accord. Bon, la première réponse, vous l'aurez compris, c'est la polykystose rénale. Ça donne des IRCT avec des reins augmentés de taille. Est-ce Magatli, bien sûr? Golili, oui, mais oui, bien sûr. Donc, la deuxième maladie, c'est la néphropathie diabétique. La troisième maladie, parce qu'il y a des dépôts, de fin de glycation au cours de la néphropathie diabétique. Et le myélome multiple, donc la maladie de Calais que vous avez fait en 4e année médecine, parce que ça donne des dépôts intrarénaux. Donc, si vous voulez que le parenchyme rénal est rempli par les dépôts, donc on n'aura pas donc, des reins réduits de taille. Et on peut avoir des formes d'hydronéphrose, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle complet sur la voie urinaire et on peut avoir un parenchyme rénal qui est complètement détruit, mais avec, au dépend des cavités excrétrices. Donc, on aura une hydronéphrose majeure. C'est des causes d'IRCT avec rein de taille normale. Voilà, Annie, je reviens à la question. On parlait de médecin général, je ne sais pas quoi. Le rôle du médecin général est de diagnostiquer la maladie traitée comme la maladie de Fabry ou orientée vers le néphrologue. C'est une excellente question, Plume P8. En fait, je pense décemment que même s'il a des suspicions de diagnostic, il faudrait qu'il oriente vers un spécialiste parce que même nous, c'est pas n'importe quel spécialiste qui pourra penser à la maladie. Et c'est tout à fait logique. Hein, c'est pas pour blâmer les gens. Hein, quand tu es formaté à voir des sujets hyper tendus, diabétiques tout le temps, quand quelqu'un vient te voir avec une protéine, ben, tu n'as pas le temps de réfléchir à ça ou là, tu n'as pas, même pas la conception. C'est pour ça qu'ailleurs, dans les pays développés,
Il y a des centres de référence. Il y a des centres de référence pour les maladies génétiques. Voilà. Bon, je te conseille d'orienter. Bon, on pourra penser à la maladie, oui, mais généralement orienter vers un centre de référence. Pourquoi? J'ai pas compris, Friel, pourquoi? C'était après. Pardon. S'il vous plaît, répétez la question. Votre collègue me demandait est-ce qu'on orientait, si on arrivait à faire le diagnostic de la maladie de Fabry, on orientait au néphrologue. J'ai dit que oui, et même certains néphrologues n'arriveront pas à penser à cette maladie du fait de sa rareté, hein, pas de leur incompétence. Hein. Voilà. Euh, on a déjà un groupe Facebook dédié si, si vous voulez nous faire un live. Groupe de 5e année. Et je connais l'administration, l'administrateur du groupe. Pour le diagnostic. Et comment différencier les autres? Pour le diagnostic de la polykystose rénale, il ne faut pas faire. Est-ce que vous n'avez qu'à m'envoyer une demande, enfin une invitation via Facebook et je verrai. Hein. Moi, bon, je verrai en fonction de ma disponibilité et je suis très cartésien. Hein. Je reste toujours sur bon, pourquoi pas hein, Facebook Live, pourquoi pas. D'accord. Donc, je vais essayer de répondre. La question est pour le diagnostic d'une polykystose rénale de Baziz Randad, pour le diagnostic de la polykystose, il faut toujours faire un test génétique? Non. Donc, si on a un patient qui a des kystes bilatéraux, qui est âgé, on va dire, de 32 ans, qui a des kystes, 2 kystes sur le rein droit, 2 kystes sur le rein gauche, et chez qui l'interrogatoire, alors, ou maman, ou papa, qui dit que non, mon père, ou dialyse à chouïa, donc là, pour sûr, c'est une polykystose rénale. Il n'y a pas à dire. Donc, on pourra s'amuser à faire des tests génétiques, mais là. Donc, par rapport aux autres maladies génétiques, c'est là où le test génétique aide. Mais à défaut de moyens en Algérie, on a appris à vivre sans. Et on a développé une capacité de clinicien, c'est-à-dire on arrive même sans le test génétique, à faire le diagnostic d'un VHL, d'une maladie kystique de la médulaire, voilà. Mais bien sûr, le diagnostic de certitude, c'est le test génétique. Mais c'est la seule pathologie où le test génétique n'est pas recommandé pour faire un diagnostic de certitude, c'est la polykystose rénale, parce qu'elle est autosomique dominante, donc l'un des deux parents est porteur. Si l'un des deux parents est passé en dialyse ou avait une insuffisance rénale, c'est bon, le malade a une polykystose rénale. OK. Donc, je vais voir les autres questions. S'il vous plaît, je n'ai pas compris la relation entre gros rein et IRC. Bon, il n'y a pas de relation. Techniquement, vos collègues nous disent quels sont. C'est votre camarade qui a parlé et qui est une réflexion très pertinente. Hein. D'habitude, au cours de l'IRC, les reins sont de petite taille. Alors qu'au cours de la polykystose, moi j'ai parlé de reins augmentés de taille. J'ai dit que les kystes déformaient complètement le rein et que c'était une des seules causes, avec 2 ou 3 causes, qui donnaient des insuffisances rénales chroniques avec des reins de taille normale augmentée. D'accord. Voilà, délégué. Voilà. Est-ce que la maladie de Fabry est récidive après transplantation? Ben non, la maladie de Fabry ne récidive pas après la transplantation. Par contre, ce n'est pas une question de récidive ou pas récidive. Donc, si on met le malade sous enzymothérapie, une perfusion chaque 15 jours, et qu'on le greffe, le greffon restera indemne. Si on arrête l'enzymothérapie, bien sûr, tout ce qu'on a, tout ce qui s'est passé au début avec le rein va se refaire sur le greffon. Donc, puisqu'actuellement, il y a un traitement pour la maladie de Fabry, qui est l'enzymothérapie, qui n'est pas beaucoup disponible en Algérie. Et je suis franc, je vous dis toutes les vérités.
C'est pas à la portée, donc il faut faire beaucoup de pression pour avoir les traitements. Mais elle récidive si on ne traite pas, si on ne donne pas l'enzymothérapie ou le remplacement enzymatique, si vous voulez. Voilà. Merci, professeur. Okay, je vous remercie moi aussi. Les autres causes d'IRCT avec des gros reins, c'est la néphropathie diabétique, c'est-à-dire l'atteinte rénale du myélome multiple et l'hydronéphrose. D'accord? Bon, je sais qu'il y a, en tout cas en néphrologie, l'un des cours les plus importants, c'est pas la néphropathie héréditaire, hein, c'est l'insuffisance rénale chronique, la maladie rénale chronique. Si vous n'avez pas compris, j'ai d'ores et déjà demandé à l'administration de m'accorder une autre séance pour faire le résumé de la maladie rénale chronique, parce que s'il y a des questions, on va dire 25 à 30% des questions d'examen porteront sur la maladie rénale chronique. Et ce qui est important pour nous, c'est que vous sachiez comment faire le diagnostic d'une maladie rénale chronique, quels sont les sujets à risque de maladie rénale chronique et quand référer le patient à un néphrologue. Si vous êtes installé, vous êtes médecin généraliste, vous êtes installé en cabinet, vous trouvez une créatinine anormale, est-ce que vous orientez maintenant? Est-ce que vous faites des démarches? Donc, toutes ces questions, j'espère faire une séance supplémentaire pour pouvoir répondre. Donc j'invite tout le monde à rédiger des questions, puis à poser. Et on verra mon mail. Bon, je vais écrire le mail. Il est à disposition de tout le monde. Bon, évitez d'abuser, s'il vous plaît. Mais sinon, c'est bon. Hein, il me dit le mail. Hein. C'est un cours lourd, Randa. Quel cours? La néphropathie héréditaire. Mais bon. Donc, c'est un cours lourd. Merci, oui, glomérulaire, néphropathie glomérulaire. Néphropathie glomérulaire, vous n'avez pas compris ou là, c'est un cours lourd? Bon, il y a plusieurs questions. Je vais parler en cas de test génétique précoce avant apparition de symptomatologie. Est-ce qu'on peut arrêter la progression de néphropathie héréditaire? Ça dépend de quelle néphropathie. Mais oui, savoir que le malade va développer à 30 ans des kystes, si on peut instituer un traitement par tolvaptan à l'âge de 15, 20 ans, 18 ans, je pense que ça fera en sorte que le malade n'arrivera pas à 54 ans au stade terminal de l'insuffisance rénale, mais beaucoup plus à 70 ans. C'est excellent et ça vaut aussi pour les autres maladies génétiques. Il y a beaucoup de détails sur la néphropathie glomérulaire. D'accord. Bon, premièrement, Randa, les questions sont sous forme de QCM. Surtout pour le corps de néphropathie glomérulaire, donc je sais qu'il n'est pas très très lourd. Ça va, on vous explique, mais c'est très épuré, c'est très fluide, c'est très cohérent, c'est très logique. Si on a une fuite protéique, donc on aura une hypoalbuminie, on aura une hypoprotidémie, et donc il n'y a plus de protéines de la coagulation, donc on aura des thromboses veineuses. C'est assez logique comme cours. Hein. Non, j'ai pas compris la question. Bon, voilà. Juste un mot. Voilà, je vous le dis tout de suite parce que apparemment vous n'avez pas compris entre les lignes. Ce qui m'est demandé à moi, ce qui vous est demandé plutôt à vous, dans le cadre de la néphropathie héréditaire, c'est beaucoup plus la polykystose rénale. Faut retenir ça. Donc, tout ça, oxalose, cystinose, non. Pour moi,
je poserai jamais de questions là-dessus. C'est pour votre culture générale. Et voilà. Pouvez-vous le refaire la question à cette réponse? La réponse du test génétique, c'est ça? Hein? Pas compris. Bon, vous avez encore, on a encore 5 minutes pour les questions et je pense qu'on va programmer une autre séance parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Je vous laisse réfléchir à l'aise sur toutes les problématiques que vous rencontrez du côté de la néphro et je vous assure que kyste rénal, myélomultiple, il n'y a pas de kyste rénal dans le myélomultiple. Réponse de kyste rénal, myélome multiple. Le myélome multiple, c'est une hémopathie maligne caractérisée par une plasmocytose importante avec production d'un composant monoclonal, d'une immunoglobuline monoclonale qui arrivera à être filtré par le rein, parce que le rein filtre tout, toute substance toxique ou toute substance tout court présente dans le sang passera systématiquement par le rein et ces immunoglobulines vont se précipiter au niveau du tubule et entraîner une atteinte rénale, ce qu'on appelle, bon, l'atteinte la plus fréquente, c'est la tubulopathie myélomateuse, mais on peut avoir des dépôts, des maladies à dépôts glomérulaires, et donc tous ces dépôts vont faire que le rein va augmenter de taille, mais il n'y a pas de kyste, hein. Il n'y a pas de kyste, ou du moins le kyste n'est pas en rapport avec le myélome multiple. Et est-ce qu'on a le droit de traiter le syndrome d'Alport sans faire un test génétique? Il n'y a pas de traitement pour le syndrome d'Alport. Les pauvres malades, bon, le seul traitement, c'est des conseils génétiques. Il n'y a pas de traitement, c'est des malades qu'on suit. Ou si vous voulez, il y a un traitement symptomatique qu'on donnera un petit peu d'IEC DARA2 pour l'hypertension artérielle. Et c'est les malades qu'on voit comme ça décliner, et arriver au stade terminal. On pourra le greffer après. On pourra le greffer, mais comme on fait en Algérie que de la transplantation rénale donneur vivant, généralement, et c'est une néphropathie héréditaire, généralement, il faut choisir un parent qui n'est pas porteur donc, du gène et c'est compliqué, d'accord? Les infections dans la polykystose rénale et parenchymateuse ou intrachystique seulement. C'est les deux. On peut avoir des PNA, des pyélonéphrites, donc du rein polykystique, et on peut avoir des infections intrakystiques, c'est-à-dire des infections, un germe qui est à l'intérieur du kyste, qui se multiplie, et à l'échographie, on aura un aspect hétérogène du kyste. Et la même chose pour le scan. Et parfois, on est même amené à solliciter nos amis et collègues urologues pour faire soit des néphrectomies, soit carrément faire une ponction du kyste infecté pour drainer le pus ou l'infection qui est à l'intérieur. D'accord? Zidou. Parce qu'il est 15h30, vous avez un cours à 16h, comme ça, tu vas le cours avec le professeur Chitibi. Je vous remercie aussi. Voilà, c'est un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les traitements de l'insuffisance rénale chronique terminale, la transplantation. On n'a pas l'indication d'embolisation dans la polykystose. Feriel, avec beaucoup de questions très pertinentes. Hein. C'est très, très spécialisé, ça. Hein. L'embolisation dans la polykystose rénale. Bon, personnellement, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, faut faire des chirurgies à ciel ouvert. Si on a un problème avec le rein polykystique, faut l'enlever. Faut pas le laisser parce qu'il y a un risque de générescence maligne, d'infection. Généralement, les embolisations,
c'est pour les pathologies vasculaires exceptionnellement. Hein. C'est, par exemple, moi j'en ai vu 2 cas dans ma vie d'embolisation. C'est des biopsies rénales qui se sont mal tournées et le rein était en train de beaucoup saigner et donc on a fait une embolisation. OK? Les kystes ne sont pas vascularisés, mais entre un kyste et un kyste, on peut avoir une artériole interlobulaire ou arquée. Donc, oui, ou des vaisseaux périkystiques. Donc, on peut avoir entre les kystes des vaisseaux, donc, ou dans la périphérie du kyste, des vaisseaux. Donc, je pose une question. Donc, je me pose est-ce que vous avez compris le traitement de l'insuffisance rénale chronique? Parce que c'est important pour moi que vous comprenez donc, toutes les modalités d'épuration extra-rénale. C'est clair? D'accord. Donc, je vais voir avec l'administration pour faire un cours où on parlera un peu de transplantation rénale et on abordera beaucoup les questions. D'accord? Et si vous avez des questions sur les autres cours aussi, les néphropathies interstitielles, rein et HTA, rein et grossesse, néphropathie glomérulaire. OK. وش هنقول لكم السلام عليكم